Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Arsenal s'en remet à ses coups de pied arrêtés magiques pour vaincre Chelsea. Ça passe aussi pour Man U contre Palace, pour les voisins Liverpool et Everton dans des festivals de buts. C'est dans le débrief de la 28e journée. Pour parler de Première Ligue, aujourd'hui, ce lundi, la parade de Pickford ce week-end ne l'a pas impressionné parce que croyez-moi, il fait 10 fois mieux en Sunday League. Notre gardien Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, notamment passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val, salut tout le monde. Pas sûr quand même que je fasse mieux, mais j'apprécie le compliment. Après ceux qui m'ont vu à l'époque. D'eau, bien sûr, d'eau, hein, de consommation d'eau. Essentiellement de produits dopants aussi, mais... Oh, non, ben voilà, il veut faire les Enhanced Games, là, non, on veut pas. Avec nous également, pour ce débrief, il nous avait prévu un festival de buts la semaine dernière, et ben même dans ses pronos, il a du retard. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie. J'ai vu sa tête se décomposer, je savais que c'était pas une bonne idée. Salut Valentin. Salut Antoine, c'est Hugo, salut à tous. 2 fois quand même, tu m'attaques frontalement sur ce sujet du retard, alors que aujourd'hui, je n'étais pas le plus en retard quand même. Tu étais moi. C'est vrai. Donc moi, je trouve ça quand même un peu moche. Voilà. Moi, je trouve ça moche. Mais bon, après, je suis désolé. En fait, je me rattraperai. Je vais vous expliquer. J'avais préparé mes petites intros. Parfois, je les prépare à l'avance. Et je m'étais dit, je vais lui parler de son festival de buts parce que je pensais qu'il avait fait ce prono-là sur Liverpool-West Ham. Mais en fait, c'était Hugo qui nous avait dit qu'il allait avoir un festival de buts sur le Liverpool-West Ham. Il s'est pas trompé. Mais du coup, voilà, Val, t'as pris une petite bastos gratuite. Je suis désolé. J'espère que tu m'en veux pas quand même. Bon. Bah si, mais bon, on va faire avec, hein, j'ai envie de te dire. Bon écoute, pas se ténère sur ce Arsenal-Chelsea. C'était l'une des affiches, on en avait parlé de cette 28e journée de championnat, le derby de Londres entre Arsenal et Chelsea. Écoutez messieurs, j'ai envie de vous dire, au niveau surprise, 0. Parce qu'on a eu Chelsea réduit à 10, on a eu Arsenal qui marque tous ses buts, et même les buts adverses sur corner. La logique respectée finalement, avec Arsenal qui s'impose 2-1. Les Gunners quand même s'en sortent bien dans une fin de match où ça a poussé Hugo. Ouais, une fin de match où ça a poussé. Mais de manière générale, je pense que le match était quand même plutôt équilibré. Les deux équipes ont eu leur temps fort. Les deux équipes ont eu l'occasion de marquer. Enfin, même si c'est contre son camp pour Chelsea, mais c'est quand même eux qui mettent la pression sur ce corner. Et je pense que même si ça a chauffé en fin de match, Chelsea se sabote quand même encore une nouvelle fois un peu avec ce carton rouge. Fatalement, ils se mettent en difficulté. C'est le 7e en Première Ligue cette saison, c'est énorme. C'est ça, c'est énorme. Et derrière, il y a... j'ai envie de dire, c'est les arrêts de jeu où Chelsea pousse un coup, mais les 10 minutes avant qu'il sépare du carton, c'est un temps fort d'Arsenal où ils sont pas loin de mettre le 3-1 et où Chelsea touche à peine le ballon et n'est pas dangereux. Donc ils ont un peu saboté cette fin de match. C'est dommage. Leur surtout propre que c'est fin vraiment de match, ouais. Leur propre fin de match. Surtout que c'est grandement évitable de la part de Pedro Neto qui a déjà un carton jaune, qui vient faire un tacle assez stupide, assez inutile là, le long de la ligne de touche sur Martinelli, qui en plus ils sont chanceux que l'arbitre laisse pas l'avantage parce que franchement Martinelli il se retrouve à l'entrée parce qu'il tombe pas vraiment, donc il se retrouve à l'entrée de la surface et il a une belle opportunité de centre et l'arbitre siffle pour aller mettre le deuxième jaune. Donc on comprend pas très bien au début. Par 2 fois quand même. Ouais, par 2 fois et en plus plusieurs fois, ouais. En plus, voilà, donc Pedro Neto, de 1, il se rate en prenant rouge et il se rate aussi en laissant passer Martinelli, qui est quand même toujours très dangereux dans ces situations. Donc ouais, match à oublier. Enfin, surtout cette partie-là pour Pedro Neto. On a vu que Liam Rosenior s'en est quand même pas mal tiré les cheveux. Et si en fin de match, ça passe pas loin pour Chelsea, on a quand même envie de dire que c'est pas de la malchance en fin de match, c'est quand même un manque de contrôle sur le match en général. Bon, Hugo nous dit que Liam Rosenior s'en est tiré les cheveux, je sais pas s'il lui en reste beaucoup, mais tu as quand même noté les propos du coach anglais sur l'indiscipline, et puis en général, ce problème, Valentin, à Chelsea, quoi, sur cette saison, dans toutes les compétitions, c'est vraiment l'indiscipline. Ouais, alors d'ailleurs j'ai une petite question, je vous prends de court, j'ai un petit quiz. Aïe, ça y est. Eh oui, ça y est, bien vous les rôles sont inversés. Depuis 2023, est-ce que vous savez quel est le joueur qui a reçu plus de cartons jaunes pour contestation? Forcément, il est du côté de Chelsea, sinon je vous en parlerai pas déjà. Non, en vrai.
Non, pas Cucurella. ok. Non. Enzo, Il Oui, était déjà là à Chelsea en 12 cartons 2023? jaunes. après la Ah! Coupe du Monde. Ah bah 12 2022. cartons 2022. jaunes depuis Bah, 2023 quand même sur de la contestation. Enfin, moi je trouve ça énorme. Est-ce que ça vous étonne, Et oui, franchement? non. c'est pas étonnant. Et puis quand on regarde les joueurs à Chelsea, Caicedo, Cucurella aussi, hein, est capable de se montrer indiscipliné. Voilà, donc Pedro Neto là, en l'occurrence, mais je veux dire, ils sont énormément à pouvoir, à tout moment, on a l'impression que les gonds peuvent sauter et ça peut complètement disjoncter. Et d'ailleurs, oui, effectivement, On a perdu Valentin, je en crois. train de se... Ah, Toutes les on a questions. retrouvé Valentin en plein milieu de la phrase, comme Oui, ça. C'est oui, bah, du pseudo voilà. direct, hein, le podcast finalement. Vous voyez, pas de Été montage. censuré par Chelsea, moi, je pense. C'était C'est Liam Il y a Ted Rosenior Bolly qui a coupé la envoyé. qui a Ah bah coupé la voilà. co. Donc, Non, mais oui, Valentin. oui, Rosenior qui est en train de prendre ce problème à cœur, et il le faut. Voilà, il y a éventuellement cette pression d'une éventuelle amende, enfin voilà, d'une pression financière quoi, au final, sur les joueurs Pour qui dissuader, ouais. paieraient pour cette indiscipline, Hmm. pour dissuader, effectivement. Alors, on ne sait pas, c'est pas encore adopté, ou en tout cas, on n'est pas au courant, C'est légal, même? mais c'est sûr. Oui, les clubs font ce qu'ils veulent. Attends, tu Je prends un carton jaune, tu mais- prends... Enfin, je sais pas si c'est jaune, rouge ou... je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez de cette liste de sanctions absurdes qu'avait introduit Steven Gerrard à Aston Villa, mais c'est quand même, ce serait pas le premier club en tout cas à le faire, donc ça m'étonnerait pas que ce soit légal. Ah mais là, enfin, je veux dire, tu peux pas... Ça peut pas être une amende inscrite, enfin, je sais pas. Est-ce que ça peut être une amende inscrite vraiment Si, ça au... peut être dans le... si, ça peut être dans le règlement. Il me semble que ça peut être dans le règlement interne. C'est comme pour les retards et ce genre de choses. Il y a des amendes dans les clubs. Enfin, en tout cas, Oui, oui, oui. ça m'étonnerait pas. En tout cas, j'ai déjà vu ça. Heureusement pour Ousmane qu'il n'y en avait pas au Barça, quand même. Bon, Ah, il y en avait peut-être, hein, mais bon, après, ils sont bien payés. On va pas Oui. les plaindre de Oui. payer des amendes, mais c'est pas attention. faux. Après, tout dépend le montant de l'amende, oui, on est d'accord, hein. Faut que ça soit dissuasif. Cucurella, Enfin, que ça marche, Fernandez et consorts, à mon avis... Ouais. Mais- Et puis Mais non, c'est quand même inquiétant. Oula, messieurs, Valentin, pour appuyer vas-y. un petit peu plus sur... on se fait des politesses, Oh là, alors décidément. Non, mais là... pour appuyer sur cette indiscipline, il y a quand même Caicedo et comment? Je perds mes stats. Mais en tout cas, Caicedo est à 7 cartons jaunes depuis le début de saison. Ouais, ce qui est quand même... Et C'est non, d'ailleurs lui 7 qui ou avait 8 pris le même. rouge à l'aller, d'ailleurs, hein, À Maurice l'aller, ouais. Caicedo. Et, Un enfin, Ouais, rouge tout à fait. direct amplement mérité. Caicedo est à 8, Fernandez est à 7, et s'ils atteignent la barre des 10, ils auront 2 matchs de suspension. Oh. Et connaissant les évidemment, deux évidemment qu'ils larrons, vont les les deux atteindre. artistes. c'est Ah. pas, ouais, c'est pas inatteignable pour eux. Donc, On en rigole, mais non, c'est bon, quand on même verra. c'est Faut faire quelque chose, en catastrophique, tout cas. franchement. Ouais, mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que c'est pas entre guillemets enfin, c'est les leaders de l'équipe qui ont un problème de discipline, et donc forcément ça tire pas le reste de l'équipe avec eux à devenir disciplinés. Et c'est un peu ça le problème, c'est que on a quand même souvent dit que c'était une équipe assez jeune, et il manque peut-être quoique Marc Cucurella ne l'est pas tant que ça, mais il manque peut-être, oui, une espèce, voilà, de joueur plutôt calme dans l'entrejeu, très expérimenté pour gérer ces situations, justement pour éviter les rouspétances, de dire calmez-vous, d'un peu écarter les éléments perturbateurs de l'arbitre quand il le faut. Ouais, Et parce c'est que là, il peut-être y a ça, personne dans ce c'est peut-être rôle-là. peut-être de l'expérience qui manque à Chelsea. Bah, il pourrait avoir Marc Cucurella, mais il a un tempérament chaud comme la braise, donc ça marche pas. Mais Ou et Reece Robert James. Sanchez va pas traverser le terrain à chaque fois. Ouais. Reece James pourrait le faire, mais il est expérimenté, mais il est quand même pas si vieux que ça. Plutôt, il est encore très jeune, Oui, justement. et il a que Donc, 26 ans, et à chaque fois, à chaque fois, on en parle de ouais, ça, et on se fait la on réflexion pense qu'il est on plus pense jeune. qu'il a 32 ans, mais non, il en a 26. Ouais. Donc ouais, c'est Bon, en tout c'est cas, peut-être ça qui manque à Chelsea aujourd'hui. ouais, c'est un gros problème pour les Blues. Bon, mine de rien, on en a parlé un petit peu, mais bon, les Gunners encore sauvés par leur coup de pied arrêté, les 3 buts du match sur corner, et aussi sauvés pas seulement par les coups de pied arrêtés, mais aussi par David Raya, leur gardien. Valentin, toi, tu as choisi de nous parler du portier espagnol qui est un dernier rempart. Déjà, vous avez une défense exceptionnelle, alors en plus, quand vous avez un dernier rempart comme ça.
Alors, voilà, c'est sûr que dans la course au titre, d'avoir un grand gardien, ça aide et je dirais même c'est primordial. Et en tout cas, Arsenal en tient un excellent avec Raya. Et effectivement, il a sauvé honnêtement les 3 points de la victoire. Ils auraient très bien pu se retrouver à 2 partout dans le temps additionnel. 3 minutes du temps additionnel, Joao Pedro, pardon. Je sais pas pourquoi Bon, bref. Waouh. Joao Pedro qui, voilà, qui sur corner, ou c'était sur coup de pied arrêté. En tout cas, franchement, tout le monde voyait Joao Pedro marquer sur cette action. Et le ballon file dans les buts et Raya qui arrive sur un réflexe à aller sortir ce ballon du bout de la main. Et honnêtement, c'est pas la première fois cette saison que Raya sauve Arsenal. Et honnêtement, ouais, j'ai fait le calcul approximativement. Et puis, il y avait un bon article de The Telegraph aussi à ce sujet. Il lit la Et c'est presse, vrai que. la presse anglophone, attention. Oui, bah, on essaie Anglo-saxonne. de s'informer comme on peut. Écoute, voilà. Mais en tout cas, apparemment, selon leurs calculs, il aurait déjà sauvé 8 points pour Arsenal. Oh là. Donc, C'est quoi, c'est des donc- expected save là qu'on nous donne, des expected goal save Non, mais ils ont monté le fil de la saison à chaque fois. Voilà. Contre Brighton aussi, Ouais, je c'était m'en le souviens de ce 27 contre Brighton, décembre. il était assez C'était impressionnant. Ouais. contre Brentford aussi. Contre Brentford début décembre. Donc, et puis aussi le premier match contre Manchester United, où il fait un arrêt contre Matheus Cunha. Et au final, il y a un 0 au bout du match, mais ça aurait très bien pu faire un partout. Donc voilà, Raya sur la saison, il se montre décisif et il faudra qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, c'est un grand gardien. Et il prendra tes Ouais, encouragements gardien. en compte, je pense. Oui, Hugo. Ouais, gardien plutôt sous-coté, je trouve, quand même, dans la hiérarchie mondiale. On n'en parle pas tant que ça, et pourtant, déjà la saison dernière en Ligue des Champions, enfin, il y avait ce double arrêt, c'est contre l'Atalanta, il me semble, sur penalty. Enfin, c'est pas la première fois, en tout cas, qu'il est impressionnant, qu'il est régulier sur la saison. Bah, on sait que bon, il a déjà plusieurs Golden Gloves à son actif en Angleterre, mais c'est essentiel, c'est basé sur les clean sheets, donc c'est quand même aussi basé sur la qualité de sa défense. Mais là, ouais, c'est sur les derniers matchs, comme on dit, s'il rapporte 8 points sur la saison, c'est qu'il est quand même pas non plus étranger au nombre important de clean sheets qu'arrive à récolter Arsenal. Donc, ça m'étonne même encore qu'en Espagne, le débat soit pas clos sur les gardiens, qu'il y a encore un débat entre David Ouais, Raya et Unai Simon. Mais même si Unai Simon est très bon, mais je trouve que quand on voit la saison stratosphérique qui est en train de sortir David Raya, c'est quand même sa meilleure saison, même s'il était déjà très bon les saisons précédentes. En tout cas, il rentre clairement dans le débat. Et clairement, il a un rôle à jouer, en tout cas, dans la réussite d'Arsenal dans les saisons passées et encore plus cette saison, je pense. C'est dingue quand même parce que on va reparler tout à l'heure de gardiens, avec notamment Everton. Mais c'est assez dingue parce qu'il y a Alors, c'est les deux premiers qui me viennent en tête, mais Pickford et Raya. Raya fait 1m83, Jordan Pickford 1m85. C'est pas des grands gardiens, mais ils sont monstrueux. Enfin, ils font partie des meilleurs gardiens de la Première Ligue depuis plusieurs saisons, en étant quand même dans une taille relativement moyenne, quoi. C'est pas des gardiens qui font un 95, comme par exemple Donnarumma maintenant à Manchester City. Après, je pense que ce qu'ils perdent dans les airs, peut-être par rapport à Donnarumma, ils le gagnent beaucoup sur leur ligne. C'est quand même deux gardiens assez exceptionnels sur leur ligne. c'est clair. Les deux l'ont prouvé, Jordan Pickford encore chaque week-end. Donc là où Donnarumma, c'est peut-être une de ses lacunes, mais par contre, il est assez phénoménal dans les Sur airs. sa ligne, Et les deux aussi. Ah non, mais, Si, attendez, Donnarumma est bon aussi sur sa ligne. mais- c'est le meilleur gardien sur sa ligne du monde l'année dernière, en tout cas c'était le cas. Donc non, alors Oui. je suis pas ouvert au débat à ça. Pourtant tu sais par exemple à quel point j'aime Jordan Pickford, mais non là tu déconnes. Là je suis pas d'accord. Peut-être. Non, là, Non, C'est vrai que mais- les plus petits mais- cavaris sont capables peut-être d'aller au sol beaucoup plus vite, par contre. C'est un autre style, une autre manière voilà, un autre style de gardien. Mais là, typiquement, en plus, sur ce centre de Garnacho face à Chelsea, c'est ce qui a permis à Raya de changer très vite de direction, alors qu'à la base, il était on le voyait battu. Donc Ouais. peut-être qu'il s'appuie sur d'autres qualités aussi, mais là, dire qu'il est meilleur que Donnarumma sur sa ligne, je partage un petit peu le constat d'Antoine. Désolé Hugo, mais en Non, tout cas, voilà. pauvre Hugo. Il est quand même. Non, mais il est ultra efficace sur sa ligne, très réactif. Non, mais là, et, Je- je- vous avez de la je vais chance mettre un d'avoir. tel-
Contre-argument. Une qualité que vous allez être d'accord, Attention. mais non, mais juste aussi, on peut aussi inclure Jordan Pickford, mais la qualité au pied qui aujourd'hui est quand même très recherchée en première ligue, qui est quand même aussi une des caractéristiques des deux, tant qu'on parle des deux, franchement, et qui est essentielle à Arsenal, à la construction, je pense. D'ailleurs, on voit même souvent que quand il y a des corners ou même des coups francs très avancés, David Raya vient parler avec Mikel Arteta ou Nicolas Jauvert sur le banc. Donc ça montre qu'il est important à la construction, et je pense que ça aussi, c'est un rôle qui est peut-être encore pas assez mis en valeur, c'est les gardiens qui sont très forts au pied et qui en plus ont la palette derrière, pas comme le pouvait l'avoir Ederson à Man City, qui était exceptionnel au pied mais qui avait des lacunes dans les cages. Mais là, oui, la palette est complète, et je pense que c'est ça qui fait un grand gardien. Arsenal, donc, messieurs, conserve ses 5 points d'avance avec un match d'avance, un match en plus, pardon, sur Manchester City, deuxième. Et puis, donc, Chelsea. Chelsea qui continue quand même là une petite passe moins bien. Les Blues ne sont plus dans le top 5. Ils sont 6e de Première Ligue désormais. Et le prochain match, ce sera à Aston Villa. Pas un cadeau non plus, Hugo, même si la forme des Villans, elle n'est pas grandiose non plus. Non, pas grandiose, hein, on les a vus s'incliner. S'incliner face à Wolverhampton 2-0 sèchement. Voilà, c'est assez étonnant, on la voyait pas forcément venir, même s'ils n'étaient pas forcément sur une bonne passe, les Villans, après avoir perdu à Newcastle et fait match nul à Leeds. Mais là, ça commence à devenir inquiétant. Il y a quand même un manque criant d'efficacité face au but. Ils n'arrivent plus à marquer. Ils ont beau dominer, ils ont beau avoir les meilleures occasions, ça ne veut pas rentrer. On avait parlé de Ollie Watkins qui semble en bout de course, de l'arrivée de Tammy Abraham. Cette fois-ci, ça a rien donné sur ce match. On a l'impression qu'il manque de solutions, qu'il manque de créativité. Oui, mais je dis même sur son entrée en jeu, il a pas non plus apporté grand-chose. Ollie Watkins était plutôt transparent sur le match. Il y a Jadon Sancho, Buendia aussi. On l'a déjà rappelé les semaines passées, mais il y a que Morgan Rogers, on a l'impression qu'il est capable de vraiment débloquer les matchs. Et là, ça leur manque cruellement d'efficacité devant. D'où l'importance, on le répète encore et toujours, mais de ces milieux de terrain à Villa, que ce soit McGinn, Camara ou même Tillmans, là, qui s'est aussi blessé. Bon, ça commence à devenir long pour les Villans, qui donc recevront Chelsea. Match important dans la course au haut de tableau entre deux équipes presque malades. Hein. Chelsea peut-être pas. Villa presque malade. Chelsea en rythme en dilettante, on va dire. Ils sont en reconstruction. Voilà, en reconstruction. C'est joliment dit. Ça fait 4 saisons. Mais... Oh là là, mais ça y est. Oh là là, il fait le fanfaron, vous l'avez vu là en ce moment, il fait le fanfaron de M. Barthélemy. Bon, tiens, d'un fanfaron à un autre, parce qu'en ce moment, il aime bien nous parler de Manchester United, notre Valentin. Il a milité pour que ce match soit dans le débrief. Il voulait nous parler de Manchester United, et il a raison, parce que les Red Devils se sont imposés 2-1 ce week-end contre Crystal Palace, et donc, Manchester United, messieurs, est sur le podium de Première Ligue. Waouh! Attendez, c'est exceptionnel. Il fallait, là encore, contre Crystal Palace... Qui crut? Ouais, déjà qui le crut, hein, de voir Manchester United à cette période de l'année sur le podium. Et j'ai envie de dire, les éléments, je trouve, s'alignent plutôt bien à chaque fois. Parce que Manchester United propose du jeu de qualité, déjà, ça, faut le dire. Mais en plus, il y a ce truc qui fait basculer. Là, encore une fois, ça a été le penalty, notamment ce week-end contre Palace. On bascule à chaque fois du bon côté. Quand il faut que ça tourne du bon côté, Val. Ouais, c'est vrai que c'est la sensation, mais avec cette ouverture du score de Palace avec la croix, on s'est dit que ça allait être compliqué parce que c'était un des gros problèmes sous Amorim. Dès que Man U était mené au score, généralement, ça rapportait pas de points derrière. Et là, ils ont été capables de revenir. Les 30 premières minutes ont été compliquées, mais après, ils se sont remis dans le match. Donc voilà, on sentait que finalement, ça allait arriver. Ce retournement de situation, c'était quand même plutôt logique. Certes, c'est un penalty. Ouais, mais c'est quand même plutôt logique de... Non, mais je me permets d'intervenir quand même parce que... Voilà, je sais que vous n'êtes pas d'accord... en tout cas, je sais que Valentin, tu n'es pas d'accord. Hugo, je ne sais pas ce que tu en penses de ce penalty. Mais alors, cette faute de Maxence Lacroix sur Matheus Cunha, si je dis pas de bêtises.
Alors, il y a cette main posée sur l'épaule. Mais une main posée, c'est pas une main qui accroche, c'est une main posée. En première ligue, la ligue des Joey Barton, la ligue des découpeurs de ballons. Et là, on me dit, franchement, c'est penalty, ça la main sur l'épaule. Franchement. Alors, Valentin, sois honnête avec toi-même. Mais dans l'esprit du jeu, j'adore le rugby, donc ces fautes-là, je les siffle jamais. Mais je sifflerai aucune faute. Voilà. Je veux bien qu'il m'ait critiqué dans la dernière pub du 15 de France, mais je vois pas le rapport. C'est vrai. Mais non, mais en fait, Matheus Cunha, on est d'accord, il joue le coup superbement bien, voilà, et en petit filou, on est d'accord, parce que la faute n'est pas énorme. Mais je pense que si Matheus Cunha, il fait pas la ballerine au milieu de la surface, il va au but et il marque aussi, enfin, c'est ça qui me dérange. Il marque aussi. On reste dans le rugby, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Non, pardon, Non, mais pour en revenir à ça, j'ai envie de dire, j'ai pas trouvé comment traduire cette expression en français, mais je dirais games gone soft, parce que j'ai envie de dire... Merci. Non, mais merci. Déjà, ça me paraît un Cunha doit rester peu douillet comme intervention, j'ai envie de dire. Parce que oui, il est en retard la croix, mais bon, globalement, il s'est fait bouffer. Et vous irez voir des compilations de Theo Walcott qui marque des buts en ayant l'avantage, alors que pourtant, il y a faute sur lui. Là, si Cunha il continue l'action, je suis désolé, il va marquer. Lui découpe les deux jambes, là. Ou alors s'il la marque pas, il la met en tribune et c'est sa faute. Mais j'ai envie de dire... L'action, pour moi, à un moment où on siffle, elle n'est pas interrompue. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il se jette un peu par terre. En plus, on voit la caméra opposée, on voit totalement qu'il force. Donc, c'est ça qui me dérange un peu. Oui, mais d'accord, il se jette. Mais je veux dire, la main de Lacroix sur son épaule, elle est là. Elle est dans la surface. Il lui prend l'épaule. Il pose la main sur l'épaule. Vous n'avez pas à faire ça dans la surface. Il voulait faire une chenille avec lui. Non, mais sincèrement, non, mais... Franchement. Non mais Antoine, sur les ralentis, d'accord, on a l'impression qu'il pose la main. Oui, tu vas me dire à vitesse réelle, ouais. Alors je suis d'accord que Cunha, il peut rester sur ses appuis, je suis d'accord. Mais il y a quand même la course, il y a quand même du mouvement, de la vitesse. Si vous posez la main, ça a quand même un impact sur la course. Il l'a quand même bien senti, hein, Cunha. Surtout qu'il y a les deux mains à un moment donné. Il lui prend un peu le bassin, ensuite il lui reprend l'épaule. Et ensuite, Cunha tombe. Donc, non mais... Franchement, je te trouve... Enfin, tu vois, alors, qu'on siffle ça, par exemple, en Ligue 1, ça me choque pas. Qu'on siffle ça en Première Ligue, ça me choque. Vraiment, ça me choque. Parce que c'est pas du contact Première Ligue. Oui, tu joues bien le coup. Oui, t'apprends à tomber. D'ailleurs, faut arrêter d'apprendre à tomber aux joueurs. Mais ils ont tous compris qu'il fallait capitaliser là-dessus. Mais moi, ça me choque de voir... Là, il y a pas... Je veux dire... Un vrai défenseur de PL, il y a 15 ans, il lui aurait arraché l'épaule. Et là, on aurait dit, bon, elle a sifflé, en vrai, franchement, c'est normal. Mais il serait même pas arrivé dans la surface, il lui aurait arraché l'épaule avant, voilà. Mais il y aurait eu coup franc. Voilà. Il y aurait eu coup franc, ça aurait été mieux joué. Mais là, franchement, le penalty a été sifflé, donc maintenant, voilà, on va pas revenir en arrière. Mais je trouve que ça perd un peu l'essence de la Première Ligue où... là, ça ressemble pas. On est en train d'internationaliser le jeu de la Première Ligue. Moi, je suis pas fan avec ça. Ouais. Bah, moi, ce qui me dérange aussi un peu là-dedans, c'est comme tu dis, c'est entre guillemets, les joueurs apprennent à plonger. C'est que normalement, la Première Ligue faisait la part belle aux joueurs physiques, aux joueurs qui se battaient, aux combattants. Et là, c'est pas l'esprit de la Première Ligue, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est un peu dommage. Normalement, en Première Ligue, on disait toujours, bah là, ça siffle pas. Bah finalement, si, apparemment. Mais oui, bon. alors il y a toujours des contacts dans le jeu, mais là, non, là, je trouve que en plus la double peine, penalty rouge, elle condamne Palace. C'est dur. Franchement, c'est dur. Je suis d'accord avec vous sur le côté, la vision du jeu et non, mais c'est vrai sur la vision du jeu, mais en même temps. Aujourd'hui, cette faute-là, bah, elle se siffle. Ça me fait mal au cœur aussi parce que quand je vois un joueur simulé et tomber par terre, j'ai pas envie de lui donner de penalty. Mais alors, il a simulé, Cunha ? C'est malheureux, mais pour moi, c'est le football d'aujourd'hui. Bah, bien sûr qu'il simule pour tomber parce qu'il peut rester sur ses appuis. Bah alors, d'accord. Ouais, et tu le siffles. Mais il prend l'épaule. Mais alors, il y a carton jaune pour Cunha. C'est la simulation. Alors, bah voilà. Là, non, mais... tu me dis, il simule et puis tu me dis... Il y a une faute, mais il en rajoute. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Et la faute qui est très minime, mais voilà. Et qui vaut carton rouge, penalty et la défaite qui va avec.
Et Bon. parce qu'aussi, comme l'a dit Hugo, il file au but. Donc, s'il y a faute à ce moment-là, c'est le dernier défenseur, donc c'est automatiquement un carton Bon, en rouge. tout cas, ce penalty a été sifflé. A été transformé par Bruno Fernandes. Ensuite, Benjamin Sesko a donné l'avantage à Man U. Et donc, la superbe passe des Red Devils continue. Il faut quand même le dire, on prend du plaisir à voir Man U jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris ce plaisir-là. Enfin, je ne sais pas vous, mais là, ça fait 6 victoires en 7 matchs. Et le match qui n'est pas gagné, c'est un match nul. Franchement, vous prenez 19 sur les 21 derniers points possibles, qui explique que vous remontez sur le podium. Et alors, Val, on va recommencer sur une petite question un peu plus ouverte. Tu vas me dire si j'ai mal interprété tes propos, mais que Man U a peut-être déjà assuré sa qualif en Ligue des Champions. Alors, moi, non, je me posais la question. Je me disais, est-ce que à partir d'aujourd'hui, on peut se dire que Man U va se qualifier pour la Ligue des Champions? Je me pose la question, c'est différent, c'est pas une Et alors, affirmation. ta réponse? Ma réponse, ça sera un pronostic parce que Ah bah oui, de concrètement, toute façon, il on n'y a connaît aucune pas... certitude. Bien sûr. Voilà, il n'y a aucune certitude en Première Ligue. Je pense que oui, ils se qualifieront pour la Ligue des Champions. De par ce qu'ils nous ont montré, de par le caractère, l'énergie, l'envie, honnêtement, je vois pas cette dynamique s'essouffler d'ici 10 matchs et d'ici la fin de la Première Ligue. Donc oui, je vois Manchester United revenir en Ligue des Champions et honnêtement, ça fait plaisir. En tout cas, c'est une plus-value aussi pour la Ligue des Champions d'avoir un Manchester United qui fait partie de la compétition. Et Hugo a voilà, pas l'air je d'accord. les trouve. Il déteste Aston Villa, c'est juste ça son problème. Mais Vous pouvez avoir parce les deux que- dans le top 4. Ah mais justement, oui, mais Justement, Aston Villa, je les vois tellement malheureusement moi je dans les vois finir une cinquième. mauvaise passe, une mauvaise dynamique, que je les vois malheureusement sûrement dégringoler encore un peu plus. Et donc quand vous avez un Aston Villa qui dégringole, un Manchester United qui devrait quand même garder un rythme de croisière qui est quand même très impressionnant. Voilà, pour moi, Ça se Manchester tient. United sera parmi les 4, hein, c'est ça pour la Ligue des Champions. Ouais. Ça se tient. Ça se Peut-être tient. 5, ça dépend, mais c'est même plus que probable que ce soit 5 au vu de l'état actuel des équipes. Enfin, toutes les équipes anglaises sont en On 16e de passait la finale, phase donc de c'est Ligue. très, quand même très. Et dans toutes les compétitions, on rappelle que Europa League, Conference League et Champions League rapportent le même nombre de points, donc c'est quand même très probable qu'ils finissent premier au coefficient UEFA, donc c'est très probable qu'ils aient le quota en plus, qu'ils aient le 5e quota. Ouais. Mais Et... Oui, pour être sûr, Hugo. vaut mieux viser la 4e place. Ah. Non, et sinon, quand même, si on regarde le calendrier d'United, ça semble quand même quasiment tout droit. Ils ont 2 confrontations directes justement avec leurs adversaires qui sont Chelsea, enfin avec Villa, Chelsea et Liverpool. S'ils gagnent ces 3 matchs-là, Ah oui, c'est enfin, comme en si même c'était temps, fait, hein. je pense. Si vous gagnez tous les matchs Ouais, mais d'une Tous saison, les vous êtes matchs champion. jusqu'à la fin de saison, je pense qu'ils seront. non, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, ils ont entre guillemets les cartes entre leurs mains. C'est que c'est pas, ils doivent, ah oui, mais il faut que Chelsea aille perdre là-bas. Non, ils vont les jouer eux-mêmes, ils vont jouer Liverpool, ils vont jouer Aston Villa. C'est à eux maintenant de faire le travail pour distancer tout le monde. Et ils ont du coup, ils ont les cartes en main pour le faire. Ils ont après des matchs un peu plus à leur portée. En plus, en fin de saison, bah, ils vont jouer Forest, hein, l'avant-dernière journée, qui aura comme encore le couteau entre les dents. Mais je vois qu'ils jouent Sunderland, ils jouent Brighton, c'est des équipes qui auront plus grand-chose à jouer. Ça me semble quand même jouable pour les Mancuniens. Le prochain match, c'est à Newcastle. On va en reparler sous le prisme des Magpies tout à l'heure. Et donc, quand même, Palace, hein, parce que mine de rien, c'est une nouvelle défaite pour Palace. 4 points devant cette zone rouge qui est plus que... Non, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises. 10 points devant la zone rouge pour Palace. Je confonds Palace et Tottenham, mais c'est de mieux en mieux, vous voyez. Et bon, Palace qui, a priori, voilà, dans le ventre mou, a laissé passer la chance de pouvoir jouer l'Europe, mais va pouvoir se maintenir dans ce rythme-là. Le prochain match, justement, parce que c'est pour ça aussi, messieurs, c'est parce que ce sera à Tottenham. Et là, il est obligatoire à gagner quasiment hein, pour Tottenham. Pour limiter la casse, parce qu'ils ont encore perdu ce week-end les Spurs, hein, on en avait aussi un petit peu parlé en préparant ce débrief, messieurs, la défaite 2-1 à Fulham. Là, bon, on en parle toutes les semaines, on va pas refaire un long point sur Tottenham, mais
C'est Compliqué. c'est le match à gagner, la Crystal Palace. Parce que là, je pense que si vous perdez, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous perdez, là, le moral, il est négatif, quoi. Clairement, c'est le match à gagner. En plus, on a vu, ils ont pas mis, enfin, il manque d'intensité sur le match face à Fulham, il manque d'envie. Donc là, il faut aller la chercher, il faut aller gagner ce match. Vous savez quelque chose, c'était très concis, ça m'a étonné. Quelque chose sur justement sur le manque d'envie et d'investissement. Vous savez à quel point j'adore Richarlison. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Quand je vois qu'il marque son but et que après donc le Tottenham perd, et sur les réseaux sociaux, quand vous regardez le post de Richarlison, vous vous dites, je pense que Tottenham a gagné en vrai. Parce que quand vous voyez le post, vous vous dites, bah franchement, il y a des sourires, il y a des emojis flammes, des trucs. En fait, il y a un désintérêt pour le résultat collectif, je trouve. C'est-à-dire que les joueurs là jouent pour eux, en tout cas, et voilà, ils sont contents de marquer, mais il y a même pas. Généralement, je sais que c'est un joueur qui poste beaucoup sur les réseaux, mais généralement, vous faites profil bas, et là. Et Richarlison, c'est bien un des seuls que je vois heureux quand même à Tottenham en ce moment. Enfin, moi, j'en vois pas beaucoup, alors peut-être que je me trompe, mais... C'est parce et puis Igor Tudor non plus, c'est pas le plus heureux. Hein. Il a vite... Il tire pas la tête du bonjour. Hein. Je pense que, franchement, on n'est pas loin d'avoir un nouvel entraîneur à Tottenham avant la fin de saison. Je vais pas vous mentir que plus ça va et plus je sens que ça peut encore sauter. Bon, on va pas réépiloguer sur les Spurs, messieurs. On aura bien d'autres occasions de le faire quand ils seront dans la zone rouge. Non, je leur souhaite pas quand même. Je leur souhaite pas quand même. Non. En parlant de rouge, tiens, voilà, c'est pire en pire les transitions. Partons à Liverpool. Les Reds qui se sont imposés 5-2 sur leur pelouse contre West Ham. On a fait notre classique, messieurs, parce qu'on a relancé Hugo Ekitike. On a dit que ça faisait plusieurs matchs qu'il n'avait pas marqué. Un but de passe D. Voilà, Ekitike pour nous servir. Alors, est-ce que c'était... Enfin, j'ai tendance à croire quand même que oui. Que c'était une victoire quand même assez convaincante, parce que j'ai marqué 5 buts contre une équipe qui est pas facile à prendre, qui lutte pour son maintien, et qui est capable aussi de venir embêter les gros. Mais, bon, sur le match en lui-même, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois, messieurs. En tout cas... Hugo, c'est ce que tu nous disais, Val, je sais pas. Hugo ? Pour moi, c'est pas vraiment que Liverpool n'ait pas été convaincant, même si, enfin, ils ont bien joué. Quand on met 5 buts, c'est forcément qu'on a bien joué. C'est juste que je trouve que c'est très cher payé pour West Ham. Ils méritaient peut-être mieux un peu les Hammers. Franchement, quand ils prennent le 3-0, ils se prennent quand même un sacré coup de massue sur la tête, alors que dans la dynamique du match, que Liverpool gagne, c'est clairement pas un scandale, mais qu'ils gagnent 3-0, c'est quand même assez enfin oui, c'est chanceux, c'est surtout dur pour West Ham en fait. Donc oui, Liverpool s'en sort très bien dans ce match. Finalement, voilà, quand on gagne 3-0, ils ont éteint l'incendie très vite. À chaque fois que West Ham a recollé un tout petit peu au score, ils ont rapidement remis la marche avant. Donc non, ils s'en sortent quand même bien. Les Reds, c'est quand même un moment important pour eux pour construire pour cette fin de saison. Tu l'as dit, et Ekitike qui reprend de la confiance. Mais ça aurait pu, sur la physionomie du match, ça aurait quand même pu être un match vachement plus compliqué. Et ils s'en sortent quand même bien par rapport à ce qu'ils ont montré, et surtout par rapport à ce que West Ham a montré. Ouais, et le but de Tati Castellanos, tiens, la recrue de Liver, son deuxième but avec West Ham, encore un but de Souček. Alors lui, c'est devenu le numéro 9 de remplacement. C'est l'immortel. À West Ham. Thomas Souček, je suis pas sûr qu'il soit très... 31 ans, Thomas Souček. Oui, mais non, mais c'est un peu ce genre de joueur. C'est comme Dan Burn à Newcastle, c'est-à-dire que les mercato passent, des nouveaux joueurs arrivent et c'est quand même toujours lui le titulaire. Oui. On essaye autre chose en début de saison et au final on le rappelle lui. Donc, et en même temps, on comprend pourquoi. Et pour aller aussi dans votre sens sur... Alors, attention, c'est le point XG. Le point XG de la journée. Expected goals. Allons-y sur cette fameuse stat. Eh bien, messieurs, sur le match remporté 5-2 par Liverpool, West Ham à 1,86 XG, Liverpool 1,84. Donc ça veut dire que Liverpool a moins d'XG en ayant gagné par 3 buts d'avance. Bon, on a vu aussi ce que ça a donné sur le terrain. C'est la capacité des grandes équipes aussi à savoir sanctionner. Je veux dire, vous avez une action, une bonne action, vous mettez le but. Mais
cette stat, cette stat est inexacte, et de deux, même si elle est inexacte, là, elle reflète quand même le fait que ce soit très cher payé pour... voilà, que ce soit vraiment mal payé pour West Ham, plutôt, dans ce sens-là. Bon, tiens, Valentin, justement, Hugo nous disait, il faut reprendre de la confiance. Voilà, c'est aussi ce genre de match pour Liverpool. Enfin, c'est bien de continuer de ce rythme-là. T'as remarqué aussi les coups de pied arrêtés pouvaient vraiment les aider dans cette fin de saison à Liverpool? Ouais, c'est l'enseignement en tout cas que je tire de ce match, c'est une efficacité retrouvée du côté des Reds sur coup de pied arrêté. Depuis le début de la saison, quand même, Liverpool concédait pas mal de buts sur corner, sur coup de pied arrêté. Ils étaient quand même très fragiles, notamment, bah voilà, forcément, sur ces situations, Van Dijk ou des Konaté, ils sont encore plus mis en lumière du mauvais côté quand il y a un but forcément contre Liverpool. Et là, voilà, les 3 premiers buts de la rencontre pour Liverpool en première période, bah, c'est venu sur corner. Donc c'est un bon point d'amélioration. Surtout qu'apparemment, voilà, c'est quelque chose qu'Arne Slot quand même a essayé de travailler, de retrouver de la confiance sur coup de pied arrêté, de la sérénité, et aussi travailler différentes combinaisons, différentes tactiques pour se montrer plus efficace. Donc en tout cas, c'est un bon point pour Liverpool. Voilà, on le sait, hein, dans le football moderne et encore plus en Première Ligue, marqué sur coup de pied arrêté, ça peut quand même sauver pas mal de matchs. Donc c'est une nouvelle arme pour Liverpool quand ça marche un petit peu moins bien dans le jeu, avec un Hugo Ekitike, voilà, qui a retrouvé le chemin du but, mais c'était un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Et ben sur corner, ça pourrait débloquer pas mal de situations. Donc c'est un bon point vu de la fin de saison pour les Reds. Oui, parce qu'on a vu Liverpool pas mal marqué avec notamment Dominique Szoboszlai sur ses coups francs directs, mais aussi sur coups de pied arrêtés indirects maintenant. Il y a aussi peut-être cette confiance retrouvée collective qui se retranscrit dans ses corners, dans ses coups francs indirects. Et ça fait plaisir aussi de revoir Liverpool un peu avec le sourire, tant on sait à quel point il se baladait l'année précédente notamment. On parlait justement aussi de Szoboszlai qui a été replacé à son poste de milieu offensif. Un coup il va arrière droit, un coup milieu offensif, un coup milieu central, un coup... Bon, on sait pas Avant trop. droit. Je pourrais vous en parler à chaque épisode, hein, bien sûr, mais le de chouchou de voir balle cette saison. ben oui, c'est mon chouchou. Et non, Mais de le le voir futur Ballon positionné d'Or, on plus haut rappelle. quand même. Il Ah, oublie ça y est, rien, ça il oublie recommence. rien, il oublie Je rien. serai éternellement moqué, mais Oh c'est pas non, grave. Les c'est gens la Saint-Valentin comprendront aujourd'hui. quand Ah bah non, c'est le 14 février, j'allais dire, c'est la Ils fête de Valentin. Mais non, mais j'allais dire c'est la fête de Valentin, mais du coup la Saint-Valentin, non, bah ouais, j'ai pas fait le C'est rapprochement. dommage, t'as Ouais, pris la donc seule ça dont on a connaît pas la date marché. par cœur. Donc, Ah bah il en faut, c'est la fatigue du week-end de Première Ligue, de la semaine de Première Ligue qui arrive, ça s'enchaîne à une vitesse folle, on n'arrive plus à suivre nous. Bon, est-ce que Liverpool va réussir à suivre? Ça c'est aussi une question parce que on a parlé des chances pour l'Europe de Manchester United. Mais côté Liverpool, est-ce qu'il y a encore des chances pour le podium? Parce que mine de rien, il y a 3 points de retard sur le podium. Début de saison, ils étaient très très loin. Petit à petit, ils ont fait le dos rond, ils sont revenus, tout ça. Ça va accrocher une troisième... Bon, on va pas dire plus haut. Ça va accrocher une troisième place. Liverpool, c'est jouable, Hugo, là? Il faudra disposer de Manu. Rien hein, n'est impossible. justement. Ouais. J'ai envie de dire rien n'est impossible, mais voilà, il y aura ce match face à Manu. Eux, s'ils vont jouer Manu, Chelsea, Villa. Donc aussi, ils ont entre guillemets toutes les cartes en main. Et ce sera dans les les 3 matchs seront dans les 4 dernières journées. Donc pour eux, ce sera le sprint final. C'est ce qui va décider quand même pour Liverpool s'ils se prennent pas les pieds dans le tapis juste avant. Oui, parce qu'avant ça, donc, ils ont un calendrier ultra favorable. Jusque-là, enfin jusqu'au sprint final, il y a quand même des affiches. Oui, c'est ça, Wolverhampton, Tottenham, Brighton, attention quand même à Fulham, Everton, puis Crystal Palace. Et il termine à Brentford, attention parce que la dernière journée face à Brentford, mais à Anfield. Mais attention parce que Brentford sera peut-être encore en train de jouer l'Europe à la dernière journée, donc ils seront peut-être aussi le couteau entre les dents. Mais ça va pas être facile. Ils partent, c'est ceux qui entre guillemets partent du plus loin. Enfin, quoique ils sont devant Chelsea maintenant, mais voilà, ils sont derrière Villa, derrière United.
Ils peuvent encore le faire, mais il va falloir faire. Là, il va falloir. Ça va être différent de Manu, c'est eux qui ont le retard, donc il va quand même falloir compter sur des coups d'arrêt de Villa et de Manu, parce que la simple victoire face à l'adversaire direct ne suffira pas forcément, parce que ce serait égalité. Il faudrait regarder les confrontations directes et la différence de but, mais il vaudrait mieux pour eux que Manu et Villa laissent des points en route autre part encore. Et Liverpool joue comme une équipe qui peut prétendre au podium, Valentin. Alors, pas que sur ce match, parce que j'ai compris que tu n'avais pas été totalement convaincu, mais depuis ces dernières semaines, est-ce que ça joue comme une équipe qui peut monter sur le podium de Première Ligue, ou est-ce que... Ah non, c'est quand même encore trop léger. Si, bien sûr, parce que honnêtement, même en n'étant pas tant impressionnant que ça dans le jeu, ils enchaînent les victoires. Donc au final, qu'est-ce qu'on demande de plus à une équipe de foot à part gagner? Je vois pas. Ah bah Donc, quand même, quand donc même. non, moi, Si c'est pour se taper non, des victoires au raccro chaque semaine, avec par hasard un des buts sur corner, voilà, non, non merci. tu vises aucune équipe, bien évidemment. Non, non, je plaisante évidemment, je plaisante, mais on a envie de voir du jeu quand même. Oui, oui, non, mais bien sûr, on préfère voir du jeu, mais non, puis Liverpool quand même en produit. Honnêtement, marquer 5 buts, si c'est pas produire du jeu, je sais pas ce que c'est, même C'est s'ils ont vrai. marqué 3 buts sur corner, mais non, oui, ils produisent le jeu pour. Je les vois aussi en Ligue des Champions l'année prochaine. Sur le podium, oui, je vois aussi une lutte à deux plutôt avec Manchester United. Mais pour moi, ils ont tous les atouts. Ils ont des joueurs quand même de grande classe et de talent quand même énorme, que ce soit devant, derrière. Et puis voilà, enfin, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'en décembre, on les voyait nulle part. On voyait Arne Slot éjecté. Enfin, c'était la catastrophe à Liverpool. Et là, on est 2-3 mois plus tard. Et voilà, on parle d'un potentiel podium pour Liverpool. C'est C'est énorme, quand ouais. même quelque chose En d'assez première ligue. exceptionnel. En première ligue. Renversement comme ça en pleine saison en première ligue, tout à fait. C'est quand même exceptionnel. Donc au final, ça serait une saison. Enfin, honnêtement, pour moi, je suis pas dans le board de Liverpool, mais Ah les bon? voir finir même quatrième, hein. Même quatrième, honnêtement, qualifié pour la Ligue des Champions, c'est quand même plus que réussi. C'est plus, ouais, c'est plus que limite. Ah, Hugo n'est pas d'accord. Moi, je trouve que quatrième, c'est limiter la Oui, casse. après coup. Hugo, oui. Après coup, mais si on nous avait dit ça en septembre, finir top 4 c'est plus que réussi, je suis pas sûr que les gens du board de Liverpool auraient été d'accord avec toi. Ressort Surtout ton quand on avait vu le classement début de prévis. saison. Ressort ton Surtout classement quand on prévisionnel. avait. Je l'ai mis deuxième. Ah. Surtout quand Liverpool avait entamé la saison par un 15 sur 15. Voilà, donc il y a eu un sacré trou d'air, un trop gros trou d'air pour pouvoir jouer le titre, malheureusement. Et oui, ils vont devoir se contenter, entre guillemets, de se qualifier en Ligue des Champions, qui serait quand même un bel objectif pour eux, parce que quand on voit l'effectif qu'ils ont quand même, qui commence justement maintenant à se trouver, voilà, les signatures de cet été commencent à avoir de l'impact sur le jeu. Ça peut être une belle équipe de Ligue des Champions l'année prochaine. Ce sera une très belle équipe de Première Ligue. En plus, ils vont sûrement, voilà, ils ont quand même une capacité financière assez intéressante. Donc, ils vont pouvoir une nouvelle fois se renforcer cet été pour construire un projet cohérent. Donc, je pense que les regards sont tournés plutôt vers l'année prochaine. Et oui, l'essentiel, c'est se qualifier en Ligue des Champions pour vivre une belle saison 26-25. Et, 26-27. et messieurs, parce que le match après de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, c'est le vainqueur d'Atlético de Madrid Tottenham, qui est prenable pour Liverpool. Enfin, là, c'est une question comme ça qui me vient en tête, mais est-ce que finalement, aller chercher la Ligue des Champions, parce que dans cette compétition, on sait jamais, et puis surtout quand vous êtes une équipe anglaise, vous êtes déjà... Est-ce que franchement, ça peut pas être un objectif qui vient se rajouter et qui sauverait... Est-ce que ça sauverait tout? Ça sauverait toute cette saison Oui, bien pleine sûr. de... Ouais? Oh bah évidemment, Même non quand vous mais êtes gagner la Ligue des Liverpool, que Champions, vous bien avez sûr. déjà gagné Mais la on Ligue est des Champions. d'accord ouais, mais on est d'accord qu'en Angleterre, le plus important à choisir entre les deux, entre la Première Ligue ou la Ligue des Champions, la Première Ligue a quand même une saveur très particulière, ça je te l'accorde. Mais quand on est Liverpool dans la situation dans laquelle ils sont, honnêtement, gagner la Ligue des Champions, mais bien sûr, ça viendrait tout sauver. C'est un titre quand même. Ah, mais- La Ligue des Champions, Liverpool, ils en ont pas non plus 10, ils sont pas au niveau du Real. On a l'impression qu'ils ont gagné chaque année le Real. Liverpool, ils en ont quelques-unes, ils en ont pas non plus énormément. Donc oui, bien sûr, honnêtement, gagner des champions, ça serait exceptionnel.
Et puis, parce qu'on a vu des équipes, voilà, l'année dernière, le PSG, sur les 6 premiers mois, ils étaient pas exceptionnels. Ils étaient pas au niveau de Liverpool quand même. Ils étaient quand même au-dessus, on est Ouais, mais d'accord. en championnat, Mais ça ils faisait le ont été taf. capables voilà, à partir du 8e de finale contre Liverpool, justement, de complètement basculer. C'est pas impossible que Liverpool refasse le coup, mais pour eux-mêmes, cette fois-ci, et le subissent pas. En plus, je vous ai dit des Juste par contre, bêtises. il croise. Oui, Il, vas-y, il voilà. croise Paris, il croise le vainqueur de Bah oui, Paris-Chelsea, donc il on croise pourrait, Paris-Chelsea. pourrait revivre ce PSG-Liverpool. On va quand même venir à bout de Galatasaray, bon ça devrait être jouable, hein. Mais attention quand même, c'est peut-être, Pas c'est se quand faire même, on l'a surprendre. vu contre la Juventus, mais je pense que le déplacement à Istanbul peut être piégeux, mais à Anfield, il ne devrait pas y avoir photo face à Galatasaray. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais quelqu'un disait les deux seules choses élites à Galatasaray, ce sont le stade et Victor Osimhen. Ouais, oh, non, c'est dur. Moi, quand je C'est vois pas moi qui l'ai Ilkay... dit. Mais quand je vois Ilkay Gundogan... Non, mais... si, franchement, Non, un ouais, fan ouais. de Premier League qui nous dit qu'Ilkay Gundogan n'est pas une des merveilles de Galatasaray, ça je suis pas d'accord. Là, tu Mais est-ce que touches à ça, l'ego. est-ce qu'aujourd'hui Ilkay Gundogan a encore un niveau élite? Allez, C'est allez. plutôt ça la Passons au question. dernier match parce Oh que là. là, j'ai plus envie d'entendre... Non, mais je n'ai plus envie d'entendre ça. Moi, ça me débecte. Voilà. Mais c'est Alors, un joueur que j'adore en plus. Ah, Ouais, ouais. allez, passons à autre chose, je ne veux plus t'entendre. S'il avait joué à Arsenal, on n'aurait jamais entendu ce discours. Mais évidemment, il a joué à Manchester Et City. Donc finalement, le Sané Liverpool aussi, PSG... qui Oui, était- Donc ça, il Leroy était Sané, déjà bon, nul ouais. au Bayern. Ouais, oh là là, c'est reparti. Bon, et donc le Liverpool PSG, qui pourrait être encore un tournant de la saison. Qui sait, si jamais il avait lieu en quart, mais bon, entre-temps, il y a des étapes pour les deux équipes, et notamment pour Liverpool avec Galatasaray. Messieurs, partons sur le dernier match de ce débrief. C'est ce Newcastle-Everton. On reste avec les clubs de Liverpool. Partons donc à St. James Park pour retrouver Everton qui s'est imposé 3-2 donc sur la pelouse des Magpies. Un scénario un peu rocambolesque. Val, c'est un gros coup pour les Toffees contre un concurrent direct au classement? Ouais, tout à fait, parce que bon, on parle beaucoup de course à l'Europe, mais pour la Ligue des Champions, là, bon, clairement, voilà, entre Everton et Newcastle, c'est la Ligue Europa ou la Conference League, mais c'est déjà une réussite quand même de se qualifier. C'est quand même une réussite. Non, mais je honnêtement, de se disais pas de qualifier Ligue pour des les. Champions. Pas de Ligue des Champions. Non, je plaisante évidemment. Voilà, ne Ils fais pas sont cette Non, un je tête là. rigolais d'Antoine. à 8 points de Liverpool, bon, ça me semble compliqué pour Everton. Mais effectivement, dans ce. C'est pas Non, mais impossible, vas-y. mais ça. J'espère. Alors, ceux qui n'ont pas les tonnerre dans réactions, l'oreille. mais ceux qui n'ont pas. Enfin, si vous écoutez le podcast audio et que vous n'avez pas la vidéo, là, faut voir les têtes Il fait de. la tête, Antoine, à chaque phrase que je dis, il fait la tête. Donc je suis coupé, en fait, en plein milieu de mon Vas-y, explication. Valentin, va dans ton Mais je explication. t'en veux pas. Coupe-lui sa Non, caméra mais et oui, continue. c'était C'est pas de y c'était arriver. deux équipes quand même, entre Newcastle et Everton, concurrentes pour la place de 6-7, la dernière place qualificative. Dans ce wagon, on retrouve quand même Brentford qui est en haut de ce wagon, qui est juste devant Everton à 3 points. Mais c'était quand même un peu plus décisif, je dirais, ce match pour du côté de Newcastle, parce qu'ils sont déjà quand même à la bourre, hein, honnêtement, au niveau comptable. Donc la défaite, forcément, à domicile face à Everton, face à un concurrent direct, ça fait très très mal pour Newcastle. Et pour Everton, ouais, ça les lance vers une fin de saison avec de l'ambition. Et c'était un match crucial, ils ont répondu présent. Et là, c'est compliqué, hein, je regarde le classement, mais pour Newcastle, ils sont désormais à 7 points de Brentford qui est 7ème. En 10 journées, ça va être quand même très compliqué de rattraper tout ça, surtout vu ce qu'ils nous montrent quand même depuis le début de saison, c'est pas exceptionnel. Donc c'était un match à enjeu, ils ont répondu présent, Everton, donc bravo, ils continuent de pouvoir croire à l'Europe. Et messieurs, justement, on a eu aussi une grosse bataille parce que on a eu des buts. D'ailleurs, c'était assez rocambolesque parce que dès qu'il y avait l'égalisation, il y avait un but d'Everton de l'autre côté. Et avec ce but de Tierno Barry là du flanc, je sais même pas qui se fait plaquer dans la surface. Voilà, là il s'est fait plaquer dans la surface. La poitrine. Là on a retrouvé la première ligue.
Là, c'est quand même... Non, bon, voilà, le scénario un peu exceptionnel qui aurait pu se conclure sur un 3 partout sans une parade fantastique. Alors, je vous invite à aller voir quand même cette parade de Jordan Pickford. Exceptionnelle, sans doute la parade de l'année quand même, sans vouloir défendre Jordan Pickford. Objectivité. En- Évidemment, en toute neutralité. Souvenez-vous quand même, j'aimerais qu'on fasse ce parallèle, et Hugo me l'a suggéré aussi. Enfin, en tout cas, le parallèle des gardiens. Je voulais parler de Nick Pope, Hugo. Souvenez-vous de la comparaison. Il y avait eu une comparaison à un moment entre Nick Pope et Jordan Pickford pour savoir qui allait être le fameux England's number one, le numéro 1 anglais en sélection et puis dans la hiérarchie. Bon, c'était un peu aussi monté de toutes pièces par les supporters de Burnley, mais il avait eu qu'une dizaine de sélections, Nick Pope. Ouais, je te vois, mais Burnley en avait fait de la propagande. En tout cas, Il était encore Burnley à l'époque. Je pensais qu'il oui, était il était déjà à Burnley à l'époque, Newcastle. Nick Pope. Peut-être encore à Newcastle. Hein. En tout cas, on a eu quand même une opposition de gardiens bien différente avec un Jordan Pickford qui a été resplendissant et un Nick Pope qui est un peu passé au travers de son match. C'est quand même pas habituel avec Pope, faut le dire. Mais là, il est passé à côté, Hugo. Ouais, sur ce match, il passe quasiment complètement. Enfin, oui, surtout sur le deuxième but, il est totalement fautif. Je disais en rigolant, mais il joue avec du ping, voilà, parce que il fait ce premier arrêt. De la latence pour Et les, puis, les ouais, plus de c'est ça, il 45 a de ans. la latence, voilà. C'est ça. Et comment? Et il fait ce premier arrêt, et puis c'est pas comme si Beto il suivait et qu'il était là juste derrière. C'est que Beto il est à l'entrée de la surface, il se dit bah il y a un ballon là, et puis il tape un petit sprint, et puis il va la mettre au fond. Et on se demande presque, tout le monde attend, tout le monde regarde, Mm. dont Nick Pope. Donc c'est un peu bizarre comme situation. Et puis ça fait quelques fois cette saison, je trouve, qu'il n'est pas totalement rassurant, qui se trouve un peu, c'est dommage. On se souvient aussi, c'est pas la première fois quand ils avaient pas la saison dernière, mais il y a 2 ans sur leur première finale de Coupe d'Angleterre où il va découper, où il va capter un ballon des mains hors de la surface, où il découpe quelqu'un hors de la surface, je me souviens plus, mais où il doit faire jouer Loris Karius. Donc c'est pas la première fois qu'il est coûteux pour son équipe et c'est un peu dommage parce que c'est un bon gardien. Mais comme tu disais, le débat avec Jordan Pickford, aujourd'hui il est clos. Ils sont plusieurs à être passés dans ce débat. J'ai regardé première sélection de Jordan Pickford, elle remonte à 2017. Depuis, il y en a des gardiens anglais qui sont passés, qui auraient pu prétendre à ce poste et qui l'ont jamais eu ou qui l'ont eu que pour quelques matchs parce qu'au final, bah, ces gardiens-là aujourd'hui, ils sont plus au top niveau. Voilà, il y avait Aaron Ramsdale qui a sorti une saison exceptionnelle avec Arsenal, qui était entré dans la discussion forcément. Et qui Mais est, et depuis, qui est où bah, aujourd'hui? Sur le banc de Newcastle à derrière Nick Newcastle, Pope. voilà, sur le banc de Newcastle. Donc voilà, c'est un peu l'éternel débat en Angleterre sur qui sera le gardien. Mais j'ai envie de dire que Jordan Pickford est le premier grand gardien anglais depuis très très longtemps, peut-être depuis comment? Si, Seamus Robinson. Coleman. Non, comment ça, c'est Coleman, mais c'est le Pas Seamus capitaine. Coleman, je confonds. Merde, non, Adam Seaman, je voulais dire. Ben, on J'ai lâche totalement on lâche confondu. même des insanités dans de la vulgarité. Là. Non mais ça devient quoi ce Tout est permis. podcast là? Non mais c'est exceptionnel là. C'est n'importe quoi. Non, on avait quand même Robinson dans les buts. Ah c'était là notre enfance, on l'a passé avec Robinson dans les buts anglais, non? C'était pas trop mal. Bon, Ah Non, oui. d'accord. Bon moi bah ok. c'était. Pour moi, le dernier grand. Oui, c'est pas parce qu'il était dans les buts qu'il était bon. Pour moi, le dernier grand gardien anglais Ouah. avant Pickford, c'était David Seaman. Ouais, bah excuse-nous, hein. On n'était pas encore nés, Ouais. nous, on fait ce qu'on peut. Hein. Non, mais même moi non plus, mais même Joe Hart, il a fait des bons matchs, mais Bon, c'était ah non, mais pas ce alors là, tu mets gardien Robinson, exceptionnel. tu mets Joe Hart au-dessus. Ouais. Alors, Joe Hart en sélection Non, je le au-dessus mets de pas Paul au-dessus de Robinson. Robinson. Ah Ah non, non, non. non, j'allais dire. Non, quand même. Non, je le mets pas au-dessus. Mais, Attention. Hein. Là, mais c'est ce que je sinon. dis. Non, non, Ça a toujours manqué d'un grand mais. gardien, et là, ils l'ont avec Jordan Pickford. On va t'envoyer Ouais, en fait, sur la horde des réseaux sociaux. Oui, voilà. non, mais c'est vrai que j'ai l'impression ils vont être éternellement insatisfaits, les Anglais, avec Pickford, mais juste apprécier le gardien qu'il est, quoi. Parce que je crois qu'il avait une stat assez folle avec l'équipe d'Angleterre. Il avait réussi à faire 10 clean sheets de suite avec C'est la toujours le sélection. cas, ouais, il est toujours Et, en cours. oui, voilà. Toutes ces séries en cours. Et donc, enfin, c'est incroyable. Je veux dire, le nombre de fois aussi où il a sauvé Everton. Il pourrait Ou la prétendre, relégation, honnêtement, même. j'adore Everton, il pourrait prétendre
à aller dans un club qui joue le titre, honnêtement. Et Vu bah, c'est son, vu son exactement ce statut. Et il que. reste quand même à Everton pour les sauver de la relégation à plusieurs reprises. Bah, il a Donc, prolongé récemment, et c'est exactement ce que je voyais sur les réseaux sociaux de la part des fans d'Everton, enfin des gens qui disaient bah, qu'est-ce qu'il fait dans un club hors du top 6, et les fans d'Everton qui disaient on sait pas, mais nous, il nous a maintenus, donc on sait pas ce qu'il fait encore là, mais tant qu'il reste là, on est bien content. Et c'est vrai que finalement être très fidèle aussi à ce club d'Everton, comme il avait été aussi en début de carrière à Sunderland avant de rejoindre les Toffees. Et donc, ben, ils en doivent une, les Toffees, à Jordan Pickford sur cette victoire. Du côté de Newcastle, ouais. oui, ils en doivent beaucoup, oui. Je t'ai entendu murmurer, Valentin. Du côté de Newcastle, maintenant, il reste 10 matchs. Vous l'avez dit, messieurs, on est encore en embuscade pour l'Europe, mais c'est compliqué, on n'arrive pas à se lancer. C'est la 13e place, alors à 7 points de l'Europe potentiellement, mais c'est quand même encore loin la 13e place, mine de rien. Comment on sauve cette saison? Ça paraît simple comme question, mais comment on la sauve? Europe obligatoire pour sauver cette saison, on va chercher quoi? L'Europa League? C'est ça le but? Oui, il faut aller chercher quelque chose parce que s'il n'y a rien du tout. Enfin, c'est quand même un des plus gros budgets de cette première ligue. Et depuis qu'ils ont été repris par ce fonds saoudien, ils sont un peu en dents de scie. Une saison, ils se qualifient pour la Ligue des Champions, bah, comme la saison dernière. Et la saison d'après, il n'y a plus rien. C'est un peu dommage, je trouve. Surtout quand on voit qu'il y a quand même eu un mercato important cet hiver, même s'ils ont perdu cet été plutôt. Même s'ils ont perdu Alexander Isak un peu de manière. Au Ça dernier les a mis moment, un c'était peu dedans compliqué. aussi, ouais. Ouais. On a mis un peu dedans, mais, mais dans les signatures, il y a quand même pas beaucoup de satisfaction, que ce soit pas Elanga, Murphy, c'est quand même pas des joueurs qui ont fait qui ont Surtout apporté une Elanga. énorme satisfaction à Newcastle, surtout Anthony Elanga qui est l'ombre de lui-même. Fantomatique. Et ouais. Et c'est un peu dommage, c'est qu'on a l'impression que il y a tout pour faire un club qui va régulièrement s'immiscer dans le top 4, comme est un peu en train de le faire Aston Villa. Bon, l'impression que derrière, on prend pas les bonnes décisions sur les mercatos, c'est peut-être un peu précipité. Faut quand même dire qu'avant avant le départ d'Alexander Isak, ils avaient quand même pas beaucoup bougé, Newcastle. Ce qui est aussi dommage parce que il manque peut-être un peu de profondeur pour jouer ces coupes d'Europe et tout ça. Donc oui, s'ils peuvent raccrocher une coupe d'Europe, c'est bien parce que c'est bien pour eux parce que ça leur permettra de faire plus de matchs. Mais il faudra penser un jour à se renforcer quand même parce que leurs éternels titulaires vont peut-être pas rester non plus là à vie. Guimarães, Tonali, ils vont peut-être aussi commencer à attirer des convoitises autre part. Pareil pour Anthony Gordon qui commence quand même enfin surtout en Europe, peut-être Oui. pas trop en première ligue cette saison, mais qui est quand même très convaincant. Donc oui, il va falloir en tout cas réfléchir à quel est réellement le projet de ce club en fait. Est-ce que c'est vraiment d'entrer de manière définitive dans le top 4, enfin de manière très régulière en tout cas, ou est-ce que c'est vivoter en première ligue, faire des gros coups de temps en temps, aller chercher une cup et puis on verra ce qui en advient. Ouais, on sent qu'il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de vision spécialement sur le long terme, quoi. C'est un peu ce qui leur En sort. tout cas, on Non, les retrouve pas. c'est dommage parce qu'ils ont un très bon entraîneur en plus, donc ils ont de quoi construire, je trouve, mais Ouais, c'est dommage. Eddie Howe, mais ça ne prend pas du côté de Newcastle. On aurait bien... Enfin, avec le recul, je me dis que j'aurais bien aimé voir Alexander Isak une saison de plus, mais bon, avec des si... Voilà, on mettrait Paris en bouteille. Mais c'est sur ça qu'on va conclure, vraiment. Non, franchement, Putain, sauvez-moi de... possible. Ah, pitié. Le prochain match, ce sera contre Manchester United à St. James Park, je vais y arriver, mercredi à 21h15. Ils ont un calendrier en plus pour rebondir et pas te laisser finir sur un échec, Antoine. Ils ont un calendrier qui est quand même atroce, abominable. Oh là là. Ils vont donc ils reçoivent Manchester United, ils vont à Chelsea, entre-temps ils jouent Manchester Non, City en Cup, ils vont avoir la double confrontation contre le Barça. Oh là là là. Enfin, je veux dire, voilà, la Ligue des Champions, ça aurait été aussi un bon levier à Newcastle pour sauver sa saison. Voilà, un beau parcours, une demi, une finale. Mais là, enfin, c'est impossible. Je veux dire, enfin, non, Anthony impossible. Je Gordon vais pas trop en m'avancer mode parce que, Maradona. Ouais. ouais, oui, mais Est-ce qu'ils n'ont pas enfin, les meilleures on les armes voit pour déjà battre finir leur course face au Barça.
Anthony Gordon dans le piège du hors-jeu du Barça, attention quand même. Alors attendez, je m'enflamme, enfin je suis peut-être mauvaise langue, mais là, il y a quand même une classe d'écart, non? Ce silence en dit long. Je sais pas, moi je suis pas... Moi je pense qu'ils ont un coup à jouer contre le Barça. C'est pas encore le grand Barça, c'est un Barça qui est prenable pour l'instant, donc si c'est peut-être le meilleur moment pour les prendre, ils ont un coup à jouer, je pense. Bon, eh bien, réponse... Pour moi, il y a une classe d'écart, je suis d'accord avec toi. Ah bah très bien, ok, d'accord, on va suivre ça, messieurs, et on se retrouvera quand il y aura 8-0 en cumulé sur les deux confrontations pour le Barça. Ce que je ne souhaite pas à Newcastle, évidemment, parce que je suis content de voir des clubs anglais triompher sur la scène européenne, encore plus quand il s'agit du Barça en face. Messieurs, j'espérais pas de réaction. Messieurs, on a atteint l'heure de jeu. Félicitations pour la deuxième fois consécutive. Et voilà, c'est la fin du match. Voilà. On va pouvoir se faire le petit programme de la journée en semaine, parce qu'il y a une journée en semaine avant un repos de 1 semaine et demie, avec la Coupe, la Ligue des Champions et tout le tralala. Mardi, donc ça reprend demain déjà, avec Bournemouth, Brentford, Everton, Burnley, Leeds, Sunderland et Wolverhampton, Liverpool. Et puis donc mercredi, Villa, Chelsea, Brighton, Arsenal, Fulham, West Ham, City, Forest et ce fameux Newcastle United. Newcastle, Manchester United, parce que sinon ça peut faire qu'un club. Et avant le dernier match, ce sera jeudi soir entre Tottenham et Crystal Palace, ultra important pour le maintien. On l'imaginait plus pour la course à l'Europe en début de saison, celui-ci. Mais ce sera pour le maintien, surtout du côté de Tottenham. Voilà, messieurs, pour ce débrief et puis cette annonce des matchs à suivre. Merci à vous, messieurs, pour ce débrief de la 28e journée. C'est plus rien à rajouter, c'est bon, là, j'en ai fait le tour, parce que des fois, je me fais engueuler quand je coupe trop vite, alors je préfère savoir. Bon, très bien. Mais je tâcherai d'être à l'heure au prochain podcast, Antoine. Oh non, mais en plus, t'étais à l'heure. Oh non. Valentin, on va le réconforter la prochaine fois. Je dirais qu'il est super. Je ferai une super intro. Promis. Non, fais pas trop. J'ai croisé les doigts. Je te connais. Allez, merci, messieurs, pour ce... Il est mauvais. Oh, c'est comme ça. Il faut bien. Merci pour ce débrief de la 28e journée, messieurs. Merci, Valentin. Merci, Hugo. Et puis bonne semaine de Première Ligue et on se retrouve en fin de semaine pour débriefer tout ça. Salut messieurs, salut à tous. Salut Antoine. Salut, ciao.